L'origine de la dette remonte aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique au bien des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. De génération en génération, la transmission de tes convictions perpétue encore l'esprit de révolution. Sankara, les enfants chantent Bongo. Sankara, n'est plus là, mais l'esprit Sankara est là. Sankara, plus là, mais l'esprit Sankara est là. Thomas Sankara, yeah. Homme de libre opinion, face aux grandes nations, fou de liberté, de libération Sankara. Homme de libre opinion, face aux sédents de la nation, fou de liberté, de libération Sankara. L'Afrique ne produira pas Sankara, Sankara. L'Afrique ne produira pas Sankara. L'Afrique ne produira pas Sankara. L'Afrique ne produira pas Sankara. L'Amérique du Sud a son Che Guevara. Sankara. Le Congo, Patrice Lumumba. Sankara. L'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Sankara. L'Afrique de l'Ouest, n'oublie pas de Sito Sankara. 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 France-Afrique, François Mitterrand, quelle salsa. 15 octobre 87. Bienvenue dans ce direct. Bienvenue, chers amis, chers frères et sœurs. Merci de partager la vidéo, d'inviter vos amis sur le direct, comme il est de tradition. Chaque fois, nous vous demandons de partager la vidéo, d'inviter vos amis sur le direct, et merci aussi de participer à la discussion. Merci pour vos commentaires, merci pour vos questions et autres. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du Moltran. N'oubliez pas notre page Facebook également. Vous pouvez partager la vidéo sur votre page et vos pages Facebook si vous en avez plusieurs. N'oubliez pas Twitter, TikTok, etc. Merci encore une fois. Comme il est de tradition, nous sommes cabrés sur notre continent. Nous parlons toujours de notre continent parce que c'est ça qui nous préoccupe. C'est ça qui est notre sujet de préoccupation. Et donc, je vais encore une fois parler avec vous
de notre continent, de nos responsabilités. Vous connaissez la situation du continent. Ce soir, j'aimerais continuer le dialogue que j'ai ouvert avec la jeunesse africaine, avec vous. Je veux ce soir, encore une fois, revenir à la charge pour appeler la jeunesse africaine à d'abord prenant conscience de la situation, de cesser, à mon avis, d'accuser les autres d'être notre problème, parce que si nous voulons changer les choses, nous pouvons le faire. Il n'y a rien qui puisse s'opposer à la volonté d'un peuple qui a décidé de s'en sortir, de se redresser, de se sortir de l'esclavage, de la sujétion, de la domination. Donc, encore une fois, la responsabilité de la situation qui est sur le continent africain incombe d'abord aux Africains. Parce que nous avons beau accuser les autres, nous avons beau indexer les autres, tant que nous-mêmes, nous ne nous levons pas, tant que nous-mêmes, nous ne prenons pas nos responsabilités, eh bien, la situation que nous connaissons va continuer et les autres continueront à jouer le rôle qu'ils jouent sur le continent africain. Donc, ce soir, j'aimerais revenir encore une fois vers vous pour passer ce message-là, dire que c'est à nous, encore une fois, à nous et à nous seuls, d'assumer nos responsabilités. Parce que quand on voit tous les bouleversements qu'il y a aujourd'hui sur la scène internationale et que l'Afrique reste dans sa position figée, où les Africains, nous Africains, nous sommes dans une sorte d'attentisme, mieux, nous sommes dans une sorte d'excitation en espérant qu'une fois que les pays qui challengent l'Occident, c'est-à-dire la Russie et la Chine, en tout cas l'Asie d'une manière générale, vont prendre le pouvoir quelque part, eh bien notre sort va s'améliorer magiquement, de façon magique, et que nos problèmes seront résolus et que l'Afrique se portera mieux. Nous sommes en train d'attendre, dans une salle d'attente où en réalité il n'y a rien à attendre, parce que cette attente-là ne fait que prolonger nos souffrances, ne fait que prolonger nos douleurs, ne fait que prolonger la situation chaotique de notre continent, ne fait que prolonger la misère. Et donc, plus vite nous allons nous lever, plus vite nous allons nous organiser, plus vite nous allons assumer nos responsabilités, mieux ce sera pour nous. Donc, je veux rappeler ce message-là et dire que si nous, Africains, nous ne mesurons pas la situation qui est la nôtre et que nous ne prenons pas nos responsabilités et que nous ne faisions pas le devoir qui est le nôtre, c'est-à-dire l'absolue nécessité de nous conscientiser et à partir de cette conscientisation ou à partir de cette prise de conscience, nous organiser, parce que l'organisation est la clé. Nous ne cesserons de le dire. L'organisation est la clé pour nous. Maintenant, si nous ne faisons pas ce travail-là d'organisation, de structuration et de prise de nos responsabilités en face de l'élite coloniale qui nous a imposé, eh bien, notre situation de souffrance continuera et rien ne changera en Afrique. Donc, encore une fois, c'est à la jeunesse africaine de prendre ses responsabilités et elle peut la prendre parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'au sein de la communauté africaine, au sein du peuple africain, il y a des gens plus ou moins conscients, des gens qui ont cette volonté d'assumer la responsabilité première d'organiser la lutte, parce qu'une lutte qui n'est pas organisée est absolument vouée à l'échec. Et tant que nous n'allons pas nous organiser, nous allons continuer à tourner en rond parce que ce qui est en face de nous est bien organisé, est rodé. C'est un système qui est très bien huilé, qui sait ce qu'il veut et qui met les moyens en œuvre pour atteindre ses objectifs. Donc en face de ça, il faut du répondant et le répondant passe absolument par la nécessité pour le peuple africain qui est en souffrance, notamment sa jeunesse, de hausser son niveau et à partir de cette prise de conscience, eh bien, forger les outils capables de nous pousser à l'action
à l'action efficace, parce que en définitive, ce que nous visons, c'est l'efficacité. Si nous voulons atteindre l'efficacité, nous devons absolument planifier, organiser les choses, construire des structures, répartir les tâches, les responsabilités et mesurer l'ensemble de ce plan d'action à partir d'un instrument qui nous permet de vérifier si nous sommes en train de progresser ou pas. Parce que pour le moment, ce que nous sommes en train de faire sur le continent africain n'est pas à la hauteur du défi qui est le nôtre. Voilà pourquoi, pour le moment, nous n'engrangeons aucune victoire et la situation se complexifie et se complique. Donc, je veux dire encore une fois que si nous voulons atteindre l'efficience, si nous voulons atteindre le résultat et mettre notre peuple à l'abri, tout d'abord le sauver de cette souffrance qui ne cesse de perdurer, et ensuite préserver notre peuple des douleurs à venir, eh bien, nous avons l'impérieux devoir de nous organiser et véritablement de lancer l'assaut contre le système colonial qui pille l'Afrique, qui nous soumet, qui nous humilie et qui nous écrase, sous la responsabilité des élites coloniales africaines. Donc, notre message n'a pas varié et ne va pas varier parce que les données du problème n'ont pas changé. Le problème africain n'a pas changé, les acteurs n'ont pas changé, le système n'a pas changé, donc notre discours ne peut pas non plus changer. Notre discours est proportionné à la situation sur le continent africain. Et quand nous voyons que la jeunesse africaine est divertie, s'amuse, joue, est déviée de ses responsabilités, eh bien, nous, en tant qu'Africains conscients, nous ne pouvons que vivre ça comme une grande douleur, quoi, parce que nous voyons très bien que nos forces ne sont pas réunies autour du projet de la libération de notre continent. Nous avons beaucoup de moyens aujourd'hui. La période historique que nous vivons nous donne pas mal d'instruments. Si nous savons les utiliser intelligemment, nous pouvons réaliser plein de choses. Mais la réalité, c'est que factuellement, quand on voit ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas l'impression que nous utilisons ces instruments-là à bon escient et que nous soyons... on n'a pas l'impression que nous soyons véritablement préoccupés par notre sort en tant que tel et préoccupés par le sort de notre peuple, lequel sort risque d'être aggravé par les turbulences géopolitiques qui sont en cours devant nous, quoi. Donc, je veux ce soir rappeler ce message-là, le marteler et nous dire que c'est à nous et à nous seuls d'assumer nos responsabilités. Il n'y aura absolument personne qui va venir de quelque endroit que ce soit pour nous porter nos blessures, soigner nos plaies et faire en sorte que l'Afrique sorte de sa souffrance, nous doter de tous les attributs de puissance et nous porter tout simplement au firmament de la réussite. Donc, si nous voulons réussir, il nous revient à nous de construire les instruments qui nous permettent d'atteindre cet objectif-là. Maintenant, je vois que si nous prenons le Tchad, le Gabon, le Togo, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, le Soudan, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, tous les pays africains quasiment sont blessés, hein, ce sont des territoires blessés, des territoires qui traînent beaucoup de problèmes. On a tendance à séparer l'Afrique francophone de l'Afrique anglophone en disant que l'espace anglophone va mieux que l'espace francophone, soit. Mais quand on évalue tout ça, on constate qu'en réalité, l'Afrique est uniformisée, quoi. La souffrance en Afrique, elle est uniformisée. Il n'y a pas un grand changement, même si peut-être dans l'espace anglophone, dans quelques pays anglophones, il y a des alternances. Ces alternances, soi-disant démocratiques, ne portent pas un changement profond, mais il y a quelques personnes qui ont l'habitude de dire que dans l'Afrique anglophone, les choses vont mieux que dans l'espace francophone où nous sommes sous terre, où nous sommes complètement écrasés. Mais la réalité factuelle, c'est que quand on observe clairement les indices
de progrès. Il faut dire simplement que les conditions de vie de nos populations sont quasi uniformes dans l'ensemble des enclos coloniaux africains, peu importe les spécificités linguistiques ou coloniales de chaque enclos colonial visé. Donc la réalité, c'est que partout la souffrance est là. Nous sommes un peuple à terre. On n'a pas appris dans l'Afrique anglophone qu'il y a eu un boom ou bien une industrialisation avancée et que les peuples sont sortis de la souffrance, quoi. Donc ceux qui font cette distinction entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone, on peut entendre ça, mais la réalité c'est que nous sommes tous logés à la même enseigne et que nous sommes tous dans le même bateau. Le continent africain est traité de la même manière sur la scène internationale parce que on ne distingue pas l'Afrique anglophone de l'Afrique francophone sur la scène internationale en réalité, parce que nous sommes tous logés à la même enseigne et la souffrance en Afrique est identique dans tous les enclos coloniaux. Donc, cette distinction, soi-disant, n'est pas fondée et n'est pas de nature à nous pousser justement à une action uniformisée sur le continent africain pour nous sortir de la domination coloniale que nous vivons tous, selon que nous soyons anglophones, francophones, lusophones, arabophones. Donc ces distinctions-là ne signifient pas grand-chose parce que la situation africaine, elle est uniformisée et nous avons les élites coloniales qui sont placées dans tous les enclos coloniaux. François a dit, vous avez un discours qui demande à la jeunesse africaine une grande implication, une responsabilité, alors que des discours panafricanistes actuels sont orientés vers la victimisation. Absolument. Ça fait des années que nous tenons ce discours d'appel à la conscience, parce que quand un peuple tombe sous la domination d'un autre, bien évidemment qu'il est commode de se victimiser, de dire que oui, c'est les autres qui sont nos problèmes. Oui, nous savons, nous sommes tout à fait lucides là-dessus. Nous sommes clairement d'accord, le diagnostic est posé. Nous avons posé le diagnostic depuis des années. Nous savons que l'Afrique est dans la colonisation, très clairement. Donc l'Afrique est victime. Mais ce n'est pas parce que l'Afrique est victime qu'elle doit, ou bien que les Africains doivent rester les bras croisés, pleurnichant et disant matin, midi, soir que c'est les autres le problème. Non, évidemment, le discours du Montra consiste à dire à la jeunesse africaine que si ce sont les autres qui sont le problème, alors c'est nous la solution. Notre slogan, c'est que oui, si c'est les autres qui sont le problème, évidemment que c'est nous qui sommes la solution. Donc si nous sommes la solution, eh bien cette solution-là, nous devons la construire. Et ce n'est pas en nous victimisant à longueur de journée, en indexant la responsabilité des autres, que nous faisons quoi que ce soit pour changer la situation. Ce n'est pas en désignant l'ennemi, ce n'est pas en désignant l'adversaire au quotidien que nous sommes en train de changer quoi que ce soit. Oui, l'identification de l'ennemi fait partie du processus de construction de sa propre identité. Henry Kissinger disait que un peuple n'a d'identité qu'à partir du moment où ce peuple identifie ses ennemis ou ses adversaires. Donc, c'est une bonne chose que les Africains identifient leurs ennemis, leurs adversaires. Mais une fois qu'on identifie l'ennemi ou les adversaires, nous devons construire les instruments qui nous permettent de le combattre efficacement et de travailler à nous sortir des griffes de l'ennemi ou de l'adversaire pour nous hisser à la hauteur de ce qui est notre dignité en tant qu'être humain. Voyez, donc le rôle que nous avons, ce n'est pas de continuer matin, midi, soir à maudire l'adversaire, à maudire les autres, à maudire l'ennemi, à le désigner, à le pointant du doigt, en disant oui, c'est vous, c'est la France, c'est la France, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est les États-Unis, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, c'est l'Angleterre, c'est l'Angleterre, c'est tel pays, c'est la Chine, etc., etc. Non, ce n'est pas ça. Notre responsabilité, c'est absolument, tout d'abord, de comprendre nos problèmes, d'identifier les sources de nos problèmes et les sources de nos problèmes. Ce n'est pas simplement l'étranger, c'est aussi nos propres frères. Ce que l'étranger a placé à la tête du continent africain pour nous dominer, pour nous écraser, pour continuer l'entreprise coloniale de la démolition du continent africain. Mais l'ennemi, c'est aussi nous-mêmes, par nos comportements, par nos attitudes, par nos traîtrises, par nos mensonges,
par notre absence de sérieux, par notre refus de prendre nos responsabilités, nous devenons une partie du problème africain. Voyez? Donc, les sources du problème africain sont diverses et variées aujourd'hui. Donc, on peut continuer, si ça nous arrange, on peut continuer à dire que oui, c'est tous les autres, c'est tous les autres. Non, le discours adulte doit dépasser le fait de pointer les autres à longueur de journée comme l'ennemi, comme la source de nos problèmes. Parce que nous-mêmes, nous avons intégré les mécanismes de la domination, nous avons intégré des mécanismes de la colonisation, nous avons intégré la défaite, nous avons intégré la souffrance, nous justifions notre état de faiblesse par différents comportements. Le fait que la jeunesse africaine s'amuse à outrance, mais fait que la jeunesse africaine devient une partie du problème de l'Afrique. Le fait que nous soyons devenus des religieux excessifs, ne jurant que par l'islam et le christianisme et d'autres religions qui prolifèrent en Afrique, nous sommes devenus une partie du problème. Le fait que la jeunesse africaine soit dans le jeu excessif fait que nous devenons une partie du problème nous-mêmes. Le fait que nous refusions de nous organiser, le fait que nous soyons en totale incapacité de nous organiser, fait que nous devenons une partie du problème africain. Donc, par différents mécanismes, nous pouvons identifier plusieurs sources et plusieurs responsabilités dans le drame que vit notre continent. Je veux dire par là que oui, absolument oui, 3 fois oui, l'étranger joue un grand rôle dans la situation de souffrance que nous connaissons sur le continent africain. C'est un fait établi. C'est un fait établi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais, une fois qu'on identifie l'ennemi ou l'adversaire ou la source du problème, si on ne s'attaque pas à la source du problème qu'on a identifié, c'est qu'on devient soi-même une partie du problème. Et c'est ce que nous vivons. Donc, nous sommes contre la victimisation excessive. Nous refusons ce discours victimaire. Nous refusons absolument ce discours victimaire ou ce discours triomphant où il y a une partie du message panafricaniste qui se réfugie toujours en Égypte. Dès qu'on nous oppose notre faiblesse actuelle, eh bien, on va se réfugier dans l'Égypte antique en disant « Regardez ce que nous étions, regardez comment nous fûmes, regardez comment nous fûmes grands. » Non! La grandeur d'un peuple ne doit pas être conjuguée au passé. Ceux qui aiment leur peuple ne peuvent pas conjuguer la grandeur de ce peuple-là au passé. La grandeur de notre peuple doit être conjuguée au présent et au futur. Bien sûr que nous devons identifier notre grandeur passée, mais à partir de cette identification, nous devons construire les instruments qui nous permettent aujourd'hui d'assumer nos responsabilités pour reconstruire cette grandeur perdue. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut arriver à expliquer à la jeunesse africaine pour lui faire comprendre que oui, nous pouvons nous contenter de notre grandeur passée, oui, nous pouvons nous contenter de nous victimiser, d'identifier chaque fois les autres comme la source de nos problèmes, mais quand vous identifiez les autres comme la source de vos problèmes, c'est que c'est vous qui êtes la solution. Et si vous êtes la solution, alors que vous ne travaillez pas pour implémenter ces solutions, vous devenez une partie du problème. Sinon, vous devenez la source même du problème. Donc, nous sommes devenus aujourd'hui la source de nos problèmes par le fait que nous refusions d'agir, par le fait que nous refusions d'assumer nos responsabilités, par le fait que nous n'avons pas le courage de nous prendre en charge et de faire nos devoirs. Voilà, nos devoirs, nous ne les faisons pas. À partir du moment où un peuple ne fait pas ses devoirs, ce peuple devient coupable et devient lui-même la source principale de ses problèmes. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui sur le continent africain. Donc oui, je suis d'accord que nous disions que les autres nous posent problème, mais si les autres nous posent problème, c'est que la solution se trouve à notre sein. Maintenant, si nous-mêmes, nous ne travaillons pas pour identifier ces solutions et les mettre en œuvre, eh bien, ça nous regarde, quoi. On ne peut pas continuer éternellement à identifier la France, les États-Unis,
toutes les puissances impérialistes, et nous-mêmes, pendant ce temps, nous ne faisons rien pour résoudre le problème. Très bien, si vous identifiez le problème que vous ne faites rien, c'est que vous devenez vous-même le problème. Donc c'est ça la situation, c'est ça le drame que nous vivons aujourd'hui sur le continent africain. Et un certain message panafricaniste est en train d'encourager la jeunesse africaine à continuer dans ce sens-là. Le Montrard refuse catégoriquement ce message-là. Le Montrard rejette catégoriquement ce message-là et ne veut pas faire de la jeunesse africaine une éternelle victime. Nous ne voulons pas faire de notre peuple un éternel victime des autres. Nous voulons que notre peuple prenne ses responsabilités. Nous voulons que notre peuple s'assume et que notre peuple, après avoir identifié ses ennemis, ses adversaires, qui logent aussi en son propre sang, au travers de nos comportements, de nos attitudes, de nos actions, de notre inaction, je devrais dire, eh bien, nous devons nous attaquer à ces différents ennemis-là pour les abattre et progresser. Si nous ne faisons pas ça, eh bien, peut-être que c'est très commode de rester dans notre position de victime, mais cette position-là ne va pas nous libérer et ne va pas reconstruire l'Afrique pour nous, quoi. Donc voilà ce que je veux dire sur ce point-là. Pour revenir à ce que je disais, c'est que je n'ai pas ce soir envie de recommencer à lister les problèmes que nous avons. Nos problèmes sont connus. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour voir que l'Afrique est dans une souffrance atroce et que ces problèmes-là ne peuvent être résolus que par l'action des Africains eux-mêmes. Et à partir de là, cette action africaine, cette action endogène doit être construite. Et pour être construite, nous devons absolument prendre conscience de ce qui fait notre faiblesse, de ce qui fait notre problème, et à partir de là, résoudre ce problème et nous réunir pour agir concrètement. Parce que pour le moment, l'action fait défaut. Il y a de grands discours sur le continent africain, de gros mots sont dits ici ou là. Comme le disait François tout à l'heure, on identifie l'ennemi, l'adversaire, on pointe du doigt matin, midi, soir l'étranger. Et le versant de cela, c'est que une partie du discours panafricaniste 2.0, qui est sur la toile, va parallèlement à l'identification de l'ennemi étranger, chercher des solutions également à l'étranger, où les gens donnent l'impression que le salut viendra de l'étranger. C'est-à-dire du moment où on identifie la source du problème comme venant de l'étranger, on pense que la solution viendra également de l'étranger. C'est là où nous avons tout faux. Je redis que quand un peuple identifie ces problèmes comme venant de l'extérieur, eh bien c'est que la solution vient et doit venir de l'intérieur. La solution est au sein de notre peuple. Voilà pourquoi il faut responsabiliser notre peuple et responsabiliser particulièrement la jeunesse africaine, parce que, comme nous l'avons tout dit, la jeunesse est la partie la plus vitale d'un peuple. C'est en gros le sang d'un peuple. Et si la jeunesse n'est pas dynamique, n'agit pas, n'est pas dans une dynamique d'action, n'est pas dans la vitalité, n'est pas dans la vigueur, n'est pas dans le courage, parce que ce qui caractérise la jeunesse en réalité, c'est le courage, c'est la témérité, c'est le sens de l'action, c'est la vivacité, c'est le sens, la capacité d'action. Et si une jeunesse ne manifeste pas ces caractéristiques-là, ne montre pas de la vigueur, du dynamisme, l'action, parce que la jeunesse, c'est l'action, c'est l'âge, c'est cette période où l'homme ou l'humain est en capacité d'agir concrètement pour changer ces choses, pour changer son sort, pour changer sa situation. Et si la jeunesse africaine est amorphe, est pâle, est constituée de vieillards dans la tête, des jeunes qui sont déjà vieux avant d'être vieux, des jeunes qui sont dans une inaction totale et qui ont peur, des jeunes qui sont apeurés, qui ne veulent rien faire, qui sont dans l'amusement, eh bien, imaginez très bien que au moment de la vieillesse, eh bien, nous n'aurons rien construit et cette jeunesse-là va se retrouver dans une posture où
elle va moissonner le fruit de sa paresse, le fruit de son inaction, le fruit de sa poltronnerie, le fruit de sa lâcheté, le fruit de son inaction et le fruit de sa mollesse, tout simplement. Donc, en n'agissant pas aujourd'hui, nous sommes en train de nous construire la souffrance encore plus grande de demain. Voyez? Donc la jeunesse africaine, elle est en train de préparer sa vieillesse qui sera catastrophique. Parce qu'aujourd'hui, nous ne faisons rien pour préparer notre vieillesse. Parce que c'est là, c'est maintenant que ça se joue, c'est maintenant que nous devons prendre les décisions, c'est maintenant que nous devons faire les actions, c'est maintenant que nous devons préparer demain. C'est actuellement que nous devons préparer les ponts de demain. Et si nous restons dans cette position, évidemment que nous sommes en train de nous tisser la souffrance de demain. Donc la jeunesse africaine, sans le savoir, est en train de se préparer un futur, une vieillesse catastrophique dans sa position d'inaction, dans sa position de jeu excessif. Donc, nous pensons peut-être passer du temps à jouer. Oui, peut-être que nous ne mesurons même pas que nous sommes en train de nous préparer les bombes de demain, quoi. Nous sommes en train de nous préparer nous-mêmes les bombes sur lesquelles nous allons nous asseoir demain dans notre vieillesse. Donc, nous ne punissons personne. La jeunesse africaine, en refusant d'agir aujourd'hui, est en train de se préparer la souffrance de demain, tout simplement. Nous sommes en train de paver notre propre chemin de croix et notre enfer. Tout simplement. Donc aujourd'hui, nous sommes tout à fait en train de nous préparer les lendemains extrêmement difficiles en restant dans cette position d'inaction, de jeu excessif et de victimisation à outrance. Nous sommes en train de paver notre propre chemin de croix de demain. Nous sommes en train de nous tracer nous-mêmes le chemin qui va nous conduire en enfer. Voilà. Donc les choses sont très simples. Parce que ce n'est pas les actions d'aujourd'hui que nous allons préparer notre bonheur à l'âge de la vieillesse. La vieillesse se prépare. Ce n'est pas pour rien que les Occidentaux ont ce qu'on appelle des caisses de retraite. Bon, on a aussi ça en Afrique, des caisses de retraite, parce que pendant que vous êtes encore en âge de travailler, vous mettez de l'argent de côté, vous préparez votre vieillesse, et quand vous serez en état de faiblesse, parce que l'âge avançant, la maladie et autres vont survenir, eh bien, vous avez mis suffisamment de sous de côté, d'argent de côté pour pouvoir subvenir à vos besoins. Donc, c'est dans la jeunesse qu'on prépare la vieillesse. Et si la jeunesse africaine ne fait rien aujourd'hui, eh bien, elle est en train de se préparer une vieillesse catastrophique. Et c'est ce qui se passe et c'est ce qui va se passer. Donc, l'action de la jeunesse africaine est ce qui va décider du sort de notre continent et de notre propre sort. Quand on voit la jeunesse africaine en train de danser, en train de jouer, en train de s'amuser, c'est catastrophique et ça fait extrêmement mal de voir que la période de la vie qui devrait être consacrée à l'action courageuse, à l'action téméraire, à la témérité, au risque, au goût du risque, au moment où nous devons être énergiques, chercher des solutions matin, midi, soir, mettre tout en œuvre pour nous sortir de ces situations catastrophiques. Parce que le drame, c'est que cette jeunesse, non seulement qu'elle va vieillir, mais aussi elle est en train de faire des enfants. La jeunesse actuelle est en train de faire des enfants. En ne le sachant pas, elle est en train d'aller vers sa vieillesse, tout en faisant des enfants. Donc, nous avons une double responsabilité en réalité. Et cette double responsabilité, elle est d'abord celle qui concerne nous-mêmes, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes en train progressivement de sortir de l'enfance, de la jeunesse pour aller vers l'âge adulte où nous allons affronter la vieillesse avec tous les défis que la vieillesse pose au peuple. Et la deuxième responsabilité que nous avons, c'est la responsabilité vis-à-vis de nos enfants, des enfants que nous sommes en train de faire. Donc, nous devons, par notre action aujourd'hui, faire en sorte que nos enfants soient placés sur un chemin qui va leur permettre d'avancer, de progresser. Et puis, par notre action d'aujourd'hui, nous devons être en train de régler les problèmes de demain qui seront
les problèmes de notre vieillesse à nous. C'est sur ce double palier que nous devons être conscients et c'est sur ce double volet que nous devons agir. C'est-à-dire que nous devons être conscients que notre action vise deux problématiques, c'est-à-dire la problématique de notre propre vieillesse et la problématique de nos enfants. Ouais, donc nous avons une double responsabilité. Et par notre inaction, nous sommes en train de punir deux temps historiques, c'est-à-dire le temps futur et le temps de nos enfants. Notre propre temps, notre vieillesse, et le temps de nos enfants, c'est-à-dire le futur qui arrive au travers de nos enfants. Donc nous sommes en train de péjorer ou de pénaliser, de nous pénaliser sur ce double temps. Vous voyez, sur ce double temps, nous sommes en train de causer d'énormes torts à notre peuple. Nous sommes en train de causer d'énormes problèmes à notre peuple en n'assumant pas nos responsabilités sur cette double échelle temporelle. Alors, Matic Civilisation, bonsoir, frère. Merci pour ta fidélité et merci pour tout ce que tu fais. Merci aussi pour tes commentaires. Alors, le frère Matic Civilisation dit: au tel frère comme là, toujours un plaisir de vous écouter. Malheureusement, l'histoire vous donne et vous donnera raison si rien n'est fait dans les prochaines décennies. Oui, vous avez tout à fait raison. Malheureusement, ça fait très mal d'avoir raison contre son propre peuple, quoi. Et souvent, nous avons raison contre notre propre peuple. Ce n'est pas une victoire. C'est-à-dire que le fait d'avoir raison contre son propre peuple n'est pas une victoire. C'est plutôt un échec. Et si nous faisons tout ce que nous sommes en train de faire au travers de nos messages, ce que nous avons fait de par le passé, ce que nous visons, c'est que notre message ne se réalise pas. Ce que nous voulons, en fait, c'est de sonner suffisamment fort le tocsin à notre peuple, à notre jeunesse, pour que nos prévisions ne se réalisent pas. Malheureusement, bon, par l'inaction, par l'indifférence, par le je m'en foutisme, bien, nos prévisions se réalisent régulièrement et nous sommes obligés de constater que nous avons raison contre notre propre peuple. Ce qui n'est pas une victoire pour nous, mais plutôt un échec. C'est un constat d'échec parce que notre vocation, c'est de prévenir la catastrophe, c'est de prévenir les problèmes, c'est de prévenir notre peuple, c'est de faire suffisamment en sorte que notre peuple puisse échapper aux prévisions qui sont les nôtres ou bien ce que nous voyons venir. Mais malheureusement, par l'inaction, la plupart de nos prévisions se sont réalisées et bon, nous sommes écartés de beaucoup de choses, alors que bon, nous avons fait, si vous allez voir nos articles, tout ce que nous avons publié depuis des années, ça fait 20 ans que nous publions, nous avons suffisamment publié des articles, etc. sur Internet, nous avons alerté énormément, mais bon, voilà, aujourd'hui, tout ça, il y a beaucoup de choses qui se sont réalisées. Nous avions vu venir la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, on ne nous a pas écoutés, nous avons été parler à Laurent Gbagbo, on ne nous a pas écoutés, nous avons été voir Blé Goudé, qui ne nous a pas non plus écoutés, nous avons été voir Kadhafi, qui ne nous a pas écoutés, tout ça s'est réalisé, nous avons maintenant été voir nos frères du Mali pour leur parler, nous avons fourni une documentation à nos frères et sœurs du Mali, bon, qui ne nous ont pas écoutés, nous ne savons pas comment tout ça va finir. Mais toujours est-il que notre peuple est confronté à une situation catastrophique et elle va devoir, enfin notre jeunesse va devoir agir pour corriger tout ça, redresser le continent africain parce que c'est le seul chemin que nous avons pour résoudre nos problèmes. Donc, malheureusement, nos prévisions se réalisent. Ce n'est pas faute d'avoir averti et d'avoir poussé la jeunesse africaine à agir pour échapper à tout ceci. Malheureusement, bon, voilà. Je pense que, comme on le dit souvent, nul n'est prophète dans son propre pays, quoi. Et au sein de la jeunesse africaine, notre discours passe mal parce que nous ne brossons pas la jeunesse africaine dans le sens du poil. Nous ne la flattons pas, nous ne lui disons pas qu'elle est belle, nous disons les choses telles qu'elles sont, nous voulons provoquer un électrochoc auprès de la jeunesse africaine pour la pousser à agir. Bon, c'est un discours qui n'est pas populaire, mais en réalité, ce n'est même pas cette popularité que nous cherchons, parce que si nous étions très attachés à cette popularité, eh bien, nous aurons modifié nos discours depuis pour flatter la jeunesse africaine
et lui brosser les poils dans le sens du vent. Mais telle n'est pas notre vocation. Donc nous sommes une organisation révolutionnaire. Nous avons un message révolutionnaire et le message révolutionnaire est destiné à aller à la racine du mal, à sortir la quintessence du mal, à tracer un chemin. Peut-être que ce chemin, évidemment, est impopulaire aujourd'hui, mais nous espérons que peut-être après notre mort, eh bien, ceux qui vont retrouver les bouteilles que nous jetons à la mer vont dire que oui, effectivement, il fut un groupe qui s'appelle le Montra, qui était dirigé par Komla Pogli, qui a tenu un discours qui nous montre le chemin, quoi. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie même de parler à la génération actuelle, parce que cette génération-là, je pense que, voilà, à moins d'un sursaut patriotique énorme, elle est condamnée. Donc cette génération-là, moi je ne lui fais pas du tout confiance, quoi, parce que je vois qu'elle n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et si par miracle, cette génération arrive à faire quelque chose, ça serait bien, mais notre message est plutôt destiné à l'histoire. Donc nous parlons pour l'histoire et nous parlons pour les générations à venir. Donc c'est avec regret et pincement au cœur que nous sommes toujours dans la constatation que nos prévisions et tout ce que nous disons depuis des années se réalisent. Pendant que les choses que nous disons se réalisent, c'est en ce moment-là que nous sommes de plus en plus seuls. Voilà. Donc, ça montre clairement que notre peuple n'est pas dans une dynamique de résurrection et de salut, tout simplement. Le frère Mathis Civilisation encore dit: j'ai appris qu'au Togo, la population survit avec $2 par jour. C'est monstrueux au XXIe siècle, un niveau de vie aussi inhumain. Bah non, mais frère Mathis Civilisation, $2, vous êtes très optimiste. La majorité de la population au Togo et ailleurs dans les enclos coloniaux dort le ventre vide. Hein? Il n'y a pas des infrastructures de soins, l'école africaine est complètement à lambeaux, il n'y a pas de route, les gens souffrent énormément. Donc $2, c'est énorme ça. Il y a des gens qui n'ont même pas un quart de dollar par jour. Donc la souffrance est énorme si vous allez voir les conditions infrahumaines dans lesquelles vit notre peuple. C'est pour ça que nous sommes très indignés. Nous n'acceptons pas du tout l'humiliation qui est faite à notre peuple. Parce qu'il s'agit véritablement d'une humiliation. Un peuple qui vit sur des terres aussi riches ne peut pas vivre comme ça, quand nous vivons dans des conditions infrahumaines. Voyez? Donc ce n'est pas pour rien que la jeunesse africaine est en train de fuir le continent, prenant des embarcations de fortune, traversant le désert, où elle est grillée par le soleil. Hein, vous allez voir des images dans le désert. La jeunesse africaine tombe dans le désert asséchée par le soleil parce que les gens veulent fuir le continent. On veut fuir le continent africain devenu un enfer pour notre peuple. C'est ça la réalité. Et face à cette situation d'une extrême gravité, il est tout à fait inacceptable d'assister à ce que la jeunesse africaine est en train de faire, à savoir s'amuser, jouer, rigoler, de tout. Je ne cesserai de le dire. Si vous regardez sur la toile, vous allez voir que les comédies que la jeunesse africaine fait et diffuse, ce sont des comédies qui ne sont pas du tout des comédies de pédagogie. C'est des comédies pour rigoler. Les gens mangent. Maintenant, c'est le challenge on a le défi de manger une quantité énorme d'aliments. Vous allez voir sur la toile, vous allez voir que les jeunes ils se livrent à la compétition alimentaire. Des gens veulent manger des bols de riz, 20 kilos de riz, quoi. Chacun, c'est ça les compétitions qu'on fait. Hein? Non, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas ce qui arrive quand même à ce peuple, mais ce peuple est complètement délabré. Ce peuple est complètement délabré. Nous sommes des zombies, des cadavres errants aujourd'hui dans ce monde. Alors que nos problèmes se multiplient. Bon, c'est là que la jeunesse africaine décide de jouer véritablement crânement, de s'amuser. Et puis, quand elle s'amuse,
Bon, une autre partie de la jeunesse africaine se contente de dire « Oh, c'est les autres qui sont le problème, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est Biden, c'est Macron, etc., etc. » Non, ce n'est pas ça. À partir du moment où un peuple identifie la source de ses problèmes et que, malgré l'identification de la source de ses problèmes, ce peuple ne résout pas ces problèmes-là, c'est que ce peuple devient lui-même la plus grande partie du problème. Et donc nous sommes devenus aujourd'hui, nous sommes devenus nous-mêmes le problème pour notre continent. Par notre inaction, par notre indiscipline, par nos comportements, par notre refus de valoriser les gens qui parmi nous sont lucides, les gens qui font un travail sincère, qui sont sérieux, qui sont disciplinés, qui nous appellent à la discipline. Nous refusons tout ça. Nous écartons tout ça d'un revers de la main. Nous ne voulons pas être disciplinés, nous ne voulons pas être sérieux. Quand quelqu'un nous appelle au sérieux et à la discipline, nous le détestons, nous le haïssons. Hein, nous bannissons tous les messages qui nous appellent véritablement à une prise de conscience. Hein, et tous les messages qui nous appellent à assumer nos responsabilités, nous les rejetons. Et nous acclamons plutôt les vendeurs d'illusions, les gens qui nous brossent dans le sens du poil, des gens qui nous dorlotent, qui nous cajolent, qui sont des vendeurs d'illusions, qui sont des propagandistes, qui savent comment vendre leurs produits, qui considèrent que le combat panafricaniste est constitué d'un gâteau avec des parts de marché, où chacun doit s'attribuer une part du marché panafricaniste sur la toile, où chacun doit arracher une partie des acclamateurs ou des acclamations sur la toile. Hein, c'est ça. Aujourd'hui, vous allez voir combien de gens qui vendaient Guillaume Soro et autres comme la solution pour la Côte d'Ivoire ou bien pour l'Afrique, des gens de l'acabit de Guillaume Soro. Ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, ravissent des applaudissements sur la toile. Ce sont eux qu'on ventile comme des panafricains, alors que ces gens-là, il y a encore quelques mois, ces gens vendaient Guillaume Soro comme la solution pour l'Afrique. Des gens qui nous parlent de la Russie comme la solution pour l'Afrique. Bon, c'est ça qu'on porte au nu. C'est ça qu'on acclame. C'est ça qu'on voit comme super. Ça, c'est le vrai message panafricaniste, ça. Voyez? Ceux qui nous orientent vers la Russie, vers la Chine, vers d'autres, vers l'étranger, bon, c'est eux qu'on acclame. Et quand quelqu'un nous appelle, nous-mêmes, à nous assumer, à prendre nos responsabilités, non, là, on les déteste. On a les yeux rougis, on écarte tout ça. On dit non, non, toi tu n'as rien compris. Il ne faut pas détester les dictateurs africains parce qu'aujourd'hui, il y a un réveil en Afrique, ces gens sont en train de se réveiller. Donc au lieu de vouloir les renverser, il faut plutôt les encourager à changer de partenaire stratégique sur la scène internationale. Non, c'est que nous déraisonnons et nous n'avons rien compris. Les dictateurs africains sont dans leur clientélisme, ces gens sont en train juste de se positionner pour continuer à occuper leur trône soi-disant présidentiel. C'est tout. Ces gens ne sont pas du tout dans la logique de chercher des solutions pour notre continent. Parce que les solutions pour notre continent commencent d'abord par l'organisation de notre propre peuple. Ce n'est pas sur la scène internationale qu'un peuple va d'abord chercher sa puissance et sa force. Non, les solutions d'un peuple commencent par sa propre organisation. Donc, si les dirigeants africains veulent changer les choses, ces gens doivent d'abord commencer par changer les choses à l'intérieur de nos pays, à commencer par eux-mêmes. Eux-mêmes doivent d'abord disparaître parce qu'ils font partie, ces gens-là sont la plus grande partie du problème africain. Et, bon, il y a quelques soi-disant panafricanistes qui nous encouragent, hein, dans l'accompagnement de ces gens-là, soi-disant sur la scène internationale pour changer de partenariat. Et que si on poussait ces dictateurs, ces marionnettes, ces tyrans, ces anti-peuples, ces apatrides dans les bras de la Russie et de la Chine, eh bien, on ferait quelque chose d'utile pour le continent africain. Non, c'est que nous n'avons rien compris. Non, rien compris. La force d'un peuple commence par la résolution de ses problèmes internes d'abord. D'où nous disons que la jeunesse africaine doit se mobiliser pour chasser les tyrans africains du pouvoir, parce que ces gens font partie de nos problèmes. Ces gens sont le canal par lequel l'étranger passe pour maintenir l'Afrique dans sa situation de sujétion et de domination. Tous les instruments coloniaux sont maintenus en Afrique
grâce à ces gens-là. Le franc CFA est maintenu grâce à ces gens-là. Et quand nous disons que le problème que nous avons, ce n'est pas le franc CFA, et que c'est d'abord le problème des dirigeants africains, il y a les panafricains 2.0 qui crient et qui disent « Wow, comme là, ou bien le montant, vous avez trahi, vous n'avez rien compris. » Le problème, c'est d'abord le franc CFA. Ah bon? Vous avez changé le franc CFA avec le leadership africain colonial là? La question qui se pose à nous, ce n'est pas de mettre une autre monnaie dans les poches des tyrans africains, non. La question qui se pose à nous, c'est d'abord de nous débarrasser de ces tyrans-là, leur arracher la terre africaine, leur arracher le pouvoir de décision en Afrique, pour complètement casser l'ensemble des outils coloniaux. À commencer par le franc CFA, les accords militaires, l'école coloniale, l'agriculture coloniale, le commerce colonial et tout ce qui va avec. Voyez? Mais quand nous disons ça, il y a les panafricains 2.0 qui nous crient dessus que nous n'avons rien compris, alors que nous avons parlé du franc CFA depuis les années 2009, 2010, 2011. Le problème, c'est d'abord ceux qui travaillent pour maintenir le franc CFA. C'est d'abord ça. Ce sont ceux qui maintiennent l'appareil colonial en Afrique au travers du franc CFA, des accords militaires, des accords commerciaux, l'école coloniale, les religions coloniales et tout ce qui va avec. C'est d'abord ça la source du problème. Et si on veut résoudre le problème, il faut s'attaquer à la source. Il faut s'attaquer à la source et non aux à côté ou bien aux excroissances du problème. Non, le cœur du problème africain, c'est l'élite coloniale qu'on a maintenue en Afrique pour conserver l'ensemble du dispositif colonial, à commencer par le franc CFA. Et quand nous disons ça, bon, les gens nous crient dessus. Et nous avons fait un débat avec Nathalie Yam sur le franc CFA. Combien d'Africains ne sont pas venus m'insulter que moi, je suis un traître, que je n'ai rien compris, que j'étais plutôt partisan d'Alassane Ouattara qui veut maintenir le franc CFA en Afrique. Non! Nous disons que nous devons nous débarrasser des Alassane Ouattara, des Faure Gnassingbé, des Sassou Nguesso et autres là, pour reprendre l'ensemble de la terre africaine et casser l'ensemble du dispositif colonial. C'est ça que nous sommes en train de dire. Donc notre discours est plus radical que les discours de Nathalie Yambe et autres qui nous limitent au franc CFA et autres. Qui nous parlent du franc CFA. Le franc CFA, ce n'est qu'un aspect de la domination qui est exercée sur le continent africain au travers des dirigeants soi-disant africains. Voyez? Le problème, c'est d'abord l'enclos colonial lui-même. Et l'enclos colonial est symbolisé, est maintenu par la gouvernance africaine. Voyez, c'est ça le message profond. Donc ça, c'est le message adulte, ça. Le message enfantin, le message puéril, se limite à dire, ah, bon, attaquons le franc CFA, attaquons les accords militaires, ainsi de suite. Non, vous avez vu au Mali, quand Assimi Goïta et ses amis sont arrivés au pouvoir, c'est là qu'ils ont commencé par sortir la France de tout le territoire malien. Donc, la question principale, c'est d'abord le dirigeant, c'est d'abord le pouvoir politique. Voyez, c'est d'abord ça. C'est parce que le Mali a une autre élite dirigeante que les choses sont en train de changer. Donc, notre combat n'est pas de mettre une autre monnaie dans les poches d'Alassane Ouattara, dans les poches de Faure Gnassingbé, dans les poches d'Ali Bongo, dans les poches de Mahamat Déby. Hein? Ce n'est pas ça notre combat. Le combat, ce n'est pas de nous battre pour casser le franc CFA et mettre une autre monnaie dans les poches de ces gens-là. Nkrumah disait, prenez le pouvoir politique, le reste vous sera donné de surcroît. Si vous voulez changer les choses, cassons d'abord la gouvernance coloniale. Les dictateurs africains, là, ces marionnettes, ces maboules, ces guignols ne vont rien changer en Afrique. Tant que ces gens-là seront là, nous continuerons à naviguer dans la boue colonialiste. Voilà, tous les instruments colonialistes seront maintenus en Afrique parce que ce sont ces gens-là qui sont la pièce maîtresse. Et ce n'est pas pour rien que les puissances coloniales ont assassiné les vrais patriotes africains. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont assassiné tous les patriotes africains. Parce qu'ils savent que c'est la gouvernance qui fait un peuple. Ce sont les dirigeants qui font un peuple. Ce sont les dirigeants qui défendent un peuple. Ce sont les dirigeants qui organisent un peuple. Ce sont les dirigeants qui sortent un peuple de sa souffrance, de sa domination. Ce sont les dirigeants qui tracent le chemin. Ce sont les dirigeants, ce sont les gouvernants
un pays, la force d'un peuple, c'est d'abord ses gouvernants. Ce n'est pas pour rien qu'on a assassiné les vrais leaders africains. Donc, si vous ne commencez pas par là, vous n'allez rien changer. Vous n'allez rien changer. Voyez? Donc, l'enclos colonial, c'est le problème. L'enclos colonial est le problème. Et si vous voulez casser l'enclos colonial, commencez par casser ceux qui tiennent l'enclos colonial et ceux qui maintiennent l'enclos colonial. Et là-dessus, ce sont les dirigeants africains, soi-disant, qu'on a placés à la tête de l'Afrique et qui maintiennent l'ensemble du dispositif colonial sur le continent africain. Donc, ce n'est pas une question de $2. Merci encore les frères et sœurs. Merci de partager la vidéo. Je vois qu'il y a... Je n'aime pas toujours... Enfin, j'aime pas trop commander, quoi. Mais voilà, pour le moment, c'est ça. On doit toujours demander aux gens de partager, de liker, de mettre les cœurs et les j'aime. Donc, aujourd'hui, nous vivons dans cette période-là, dans cette époque-là. Donc, merci à vous de partager, de continuer à partager la vidéo, d'inviter vos amis et sur le direct. Et merci de participer aussi par vos commentaires et vos questions. François Assobavi dit, le discours ambiant est aussi de faire croire à cette jeunesse que l'affaiblissement de l'Occident par les BRICS fera l'affaire de l'Afrique, permettra à l'Afrique de se libérer. Absolument. Ça aussi, c'est un discours très ambiant que nous entendons, où quelques panafricanistes 2.0 viennent toujours dire « Oh, les BRICS, le monde va changer avec les BRICS, etc. etc. » Non, 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 non. Ça aussi, je l'ai souvent dit, je l'ai dit dans plusieurs de nos vidéos passées que vous pourrez trouver sur la toile, notamment sur la page YouTube du Montra. Les BRICS ne vont pas sortir l'Afrique de sa souffrance. Très clairement. Je le dis aussi tranquillement que clairement. Donc ceux qui veulent attendre les BRICS, bon, peuvent attendre que les BRICS prennent le pouvoir mondial et puis bon, on verra si l'Afrique va tirer un profit de la puissance des BRICS ou pas. Voyez? Donc ça, c'est des rêves paludiques que les Africains qui ne savent pas lire la scène internationale et qui ne veulent pas lire l'histoire brandissent à longueur de journée. Tout ça montre que nous ne sommes pas du tout dans la perspective d'agir nous-mêmes. Nous attendons toujours que la solution nous vienne de l'étranger et nous vienne des autres. Aucun pays n'est fait pour sauver un autre. Le salut d'un peuple vient de lui-même. Et si les jeunes Africains et les panafricanistes, soi-disant, qui vendent le message des BRICS, ne comprennent pas ça, bon, ça c'est notre problème. Hein? Ça c'est notre problème. Moi, je ne veux pas trop perdre mon temps encore à redire les mêmes choses aux Africains, tout ce que nous disons depuis des années. Bon, voilà, les gens continuent de dire que les BRICS... Non, le monde multipolaire, soi-disant, ne va pas profiter automatiquement aux Africains. Il n'y a pas de... comment le dire? Il n'y a pas d'automaticité entre l'émergence d'autres pôles de puissance géopolitique et la sortie de l'Afrique de sa situation. Non. Les peuples doivent eux-mêmes se battre. J'ai tout donné tous les exemples. Je vous ai donné l'exemple régulièrement de la Chine. J'ai donné régulièrement. Je vous ai régulièrement donné l'exemple de la Chine. J'ai donné régulièrement l'exemple de la France. J'ai donné l'exemple régulièrement de l'Allemagne, des États-Unis d'Amérique, de tous les grands pays sur la scène internationale. Tous les grands pays que vous voyez là ont traversé des épisodes difficiles et douloureux. Les peuples se sont levés, ils se sont réveillés, ils ont fait leur révolution, ils ont coupé la tête aux tyrans qui les dominaient, et les peuples se sont mis à marcher. Ils ont résolu leurs problèmes et ils ont fixé des normes, ils ont fixé des cadres avec des sanctions qui vont avec quand ces cadres sont violés, etc., etc. Et ces peuples ont commencé à marcher de l'avant. Donc si les Africains restent là, assis sous le Nîmes et le Capoquier, en train de jouer aux cartes, en train de jouer au ludo et au sipa, comme on le dit, en train de jouer au Colin Maillard. Hein, nous sommes assis sous le Nîmes et le Capoquier, en train de jouer.
et regardant les fesses des filles, hein, admirant les fesses des filles, bon, comment voulez-vous que nous puissions nous en sortir? Hein? Aujourd'hui, c'est sur la toile que l'Africain s'extasie, s'expose, montre ses attributs, hein? Et c'est avec ça que nous allons construire quoi? Non, les BRICS ne sont pas faits pour sauver l'Afrique, les BRICS ne sont pas faits pour sortir les parties du monde qui sont dominées par l'Occident de leur domination. Les BRICS roulent d'abord pour eux-mêmes. Ces pays-là, Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, parmi tous, c'est le pays le plus faible. Bon, on l'a coopté. Vous avez vu d'ailleurs la position de l'Afrique du Sud sur la question russo-occidentale en Ukraine. Vous voyez? L'Afrique du Sud est en train de jouer à quel jeu? L'Afrique du Sud est le pays le plus faible parmi les BRICS. On l'a coopté, bon, tout simplement. Mais la réalité, c'est que l'Afrique du Sud joue dans les deux camps et joue sur les deux tableaux. Donc, à la fois avec les BRICS et avec les Occidentaux. Vous avez vu la position de la Russie, la position de l'Afrique du Sud sur la question russo-ukrainienne. En tout cas, russo-otanesque en Ukraine. Donc, chers amis, les BRICS ne vont pas changer notre condition. Si les Africains veulent se sortir de cette situation, ils vont devoir agir. Nous allons devoir agir nous-mêmes. Plus nous allons traîner les pas, plus nous allons rester dans l'inaction, plus nos souffrances vont continuer. Les BRICS sont à la recherche d'une puissance affirmée devant l'Occident. C'est pas leur vocation n'est pas de prendre l'Afrique par les mains et la sortir de sa situation de misère, de souffrance. Bien au contraire, ces pays-là sont à la recherche des sources d'approvisionnement et des marchés, hein, où ils vont couler leurs produits, quoi. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Si les Africains ne veulent pas le comprendre, c'est tant pis pour nous. Si nous ne voulons pas comprendre ça, c'est tant pis pour nous. C'est tout. Donc, s'il y a quelques panafricanistes qui chantent les louanges des BRICS, bon, ils peuvent continuer à le faire, sauf que c'est une grosse désillusion qui est au bout de cette chanson, quoi. Et puis, je veux dire aussi, par rapport à ça, sur la question des BRICS, il y a des gens qui pensent que l'Occident, c'est fini. Vous vous trompez lourdement. L'Occident n'est pas fini. L'Occident est et va encore rester très longtemps dans la direction du monde. Si l'Occident perd sa prééminence sur la scène internationale, ça ne veut pas pour autant dire que l'Occident ne sera plus dans la direction du monde. L'Occident, aujourd'hui, il est encore aux commandes. C'est l'Occident qui commande encore le monde, c'est l'Occident qui ordonne le monde, c'est l'Occident qui pilote encore ce monde, même si ce pilotage a tendance à s'étioler parce qu'il y a d'autres pays qui arrivent, la Chine, en tout cas les pays asiatiques qui arrivent très très puissamment, la Russie qui ne veut pas se laisser manger, qui est en train de résister énormément et qui est en train de planter un clou dans le pied droit de l'Occident pour essayer de ralentir sa puissance et de paralyser la domination occidentale du monde. Mais ce n'est pas pour autant que l'Occident est mort. Non, l'Occident est encore là, l'Occident est encore présent, l'Occident dispose encore de l'arsenal militaire le plus puissant au monde, l'Occident dispose d'une frappe économique encore, même si la Chine et les pays asiatiques prennent de plus en plus l'espace économique. Mais l'Occident est encore là, l'Occident dispose encore de ce qu'on appelle les instruments du soft power, donc la puissance douce, les médias, l'attraction que l'Occident exerce sur le monde. Même l'Asie, hein, en se développant, copie la puissance industrielle. L'Asie est attirée par l'Occident. Il ne faut pas croire que l'Occident est mort comme ça. Non, non, non.
l'Occident est en train de s'affaiblir, mais cet affaiblissement est encore très lent et très doux. Donc, nous, ce que nous devons faire, ce n'est pas d'attendre la mort de l'Occident pour nous lever. Nous devons nous lever nous-mêmes pour accélérer la faiblesse de l'Occident, pour accélérer le déclin de l'Occident, en travaillant nous-mêmes sur notre espace, reprendre l'Afrique en main, sortir l'Afrique des griffes de l'Occident et de tous ceux qui veulent la posséder progressivement, et ainsi prendre notre place, quoi. Ce n'est pas en attendant la mort de l'Occident que nous allons grandir. Non, nous nous trompons. L'Occident est encore là. L'Occident dispose de 3 instruments principaux, ce qu'on appelle le hard power, donc la puissance dure, la puissance agressive qui est la force militaire. L'Occident, là encore, le hard power, donc la puissance dure qui est la puissance militaire. L'Occident peut encore faire des guerres, dispose de l'OTAN, les alliances militaires énormes encore dans lesquelles l'Occident a tissé le monde, a enfermé le monde dans beaucoup de réseaux militaires, etc. Et l'Occident dispose deuxièmement du soft power, donc de la puissance douce, donc l'attraction, les universités, la science, même si aujourd'hui l'Occident n'a plus la prééminence sur la science, etc. Il y a les pays asiatiques et tout ça qui montrent que la science peut être aussi acquise par d'autres pays, par d'autres peuples. Mais l'Occident dispose des universités, dispose des médias. Regardez autour de la planète l'habillement. Les gens s'habillent comme les Occidentaux, costume, cravate. Nous-mêmes, nous sommes en costume, cravate. Donc, l'Occident est encore puissant. Culturellement, l'Occident est encore présent. Les langues de l'Occident sont encore, font encore tabac autour du monde. Nous avons les médias de l'Occident qui fixent encore l'agenda médiatique mondial, même si, bon, progressivement, ça a tendance à s'abaisser. L'Occident dispose de la force économique qui attire. Donc, l'Occident a une série d'atouts. Nous avons l'Occident qui a aussi, vous avez l'espace, la guerre, le cyberespace, comme on le dit aujourd'hui. L'Occident domine très largement l'espace avec ses satellites, etc. Donc l'Occident est encore là. Il ne faut pas que les Africains croient que l'Occident meurt ou bien est quasiment mort. Non, non, non. Si nous faisons cette analyse, c'est que nous nous trompons lourdement et que notre réveil sera extrêmement difficile. Donc nous allons nous réveiller en plein cauchemar et nous allons voir que nos rêves ne vont pas se réaliser. Donc, travaillons nous-mêmes, laissons l'Occident en train de décliner progressivement. L'Occident connaît un déclin avec sa démographie qui est ensuite libre, etc. Nous, pendant ce temps, c'est là que nous devons travailler. Vous voyez, c'est là que nous devons travailler. Donc, il ne faut pas croire que l'Occident est mort, l'Occident est encore présent. Et puis, voilà, maintenant, il y a, regardez, tout l'espace Internet et autres. Bon, c'est l'Occident qui a encore la prééminence dans tout ça. Donc, chers amis, travaillons, quoi. Travaillons. Géafi Bambi, bonsoir. Vous dites, il est important que les panafricanistes sachent se mettre en réseau, contactent bien les réseaux sociaux ou mails. J'ai souvent du mal à les contacter. Ah ben, si vous avez du mal à contacter les panafricanistes, bon, je ne sais pas si vous avez tenté aussi de nous contacter, parce que nous avons notre page Facebook du Mortra, que vous pouvez trouver. Vous avez ma page personnelle comme la publique, que vous pouvez trouver aussi. Vous pouvez nous envoyer des messages à travers ces pages. Donc, nous sommes à disposition. Vous avez aussi notre site internet, mortra.org, par lequel vous pouvez nous envoyer des messages. Et quant à constituer un réseau, je ne sais pas si... Il faut constater quelque chose. C'est que
dans la galaxie panafricaniste aujourd'hui, s'est développée une maladie qui s'appelle la maladie de la grosse tête. Et il y a beaucoup de gens qui ont pris de la grosse tête dans cette galaxie panafricaniste parce que ces gens ravissent des applaudissements et des j'aime sur la toile. Donc ils sont adulés, ils sont aimés. Et une partie de la jeunesse africaine voit en ces gens-là, en ces stars, ce que j'appelle des stars panafricanistes, des Jésus noirs qui vont sauver le peuple africain, parce que ces gens-là s'attribuent quelque part le rôle de Jésus noir qui va venir sauver le peuple africain, oubliant que personne n'a la capacité ni le don de sauver le peuple noir à lui tout seul. Et que nous avons connu de grands leaders charismatiques au sein du peuple noir. Nous avons connu les Malcolm X, les Martin Luther King dans une certaine mesure, les Sankara, les Lumumba, les Olympio, les Nkrumah, les Sékou Touré. Nous avons connu de grands noms, les Marcus Garvey. Nous avons connu des leaders plus charismatiques que ce que nous sommes en train de voir là. Il ne faut pas croire que nous, notre génération, vaut quelque chose aux côtés des gens comme Marcus Garvey, les vrais, les grands, les premiers panafricanistes, quoi. Non, non, nous sommes des rigolos à côté du charisme de ces gens-là et du travail que ces gens-là ont abattu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la toile a monté certaines personnes en épingle et puis ces gens-là sont devenus quelque part les papes du message panafricaniste et que, bon, tous les autres, bon, c'est rien du tout. Et à partir de là, la maladie de la grosse tête a fait que nous ne sommes pas en capacité de nous réunir, de faire quoi que ce soit. Parce que quand les stars sont là, qu'est-ce que vous voulez, quoi? Les stars veulent que les autres jouent pour eux et les stars ne sont pas prêtes elles-mêmes à jouer pour les autres. Vous voyez? Donc, les stars veulent qu'on joue plutôt pour elles, quoi. Et donc, ça fait que nous ne sommes pas capables, en toute honnêteté, de nous réunir aujourd'hui. Parce que ça fait des années que nous autres, nous avions ce message panafricaniste. Normalement, si les gens voulaient qu'on s'unisse véritablement, ils devraient venir plutôt dans les cadres existants, comme le Montra, etc. Mais ils ne font pas ça, ils vont créer leur propre chose, et après, ils appellent à l'unité. Non, l'unité commence par l'adhésion aux cadres qui existent et non à la création d'autres cadres. Et puis, après avoir créé de nouveaux cadres, bon, on commence par dire unissons-nous. Pas du tout. Donc, je vois qu'aujourd'hui, le star system nous est monté à la tête, hein, et chacun se présente comme le libérateur du continent africain. Et puis, à partir de là, comment faire? Comment faire? Comment faire pour réunir tout ça et comment faire pour montrer que nous sommes suffisamment capables de travailler ensemble, de fusionner nos forces et nos énergies pour travailler pour le continent africain? Non. À partir du moment où le message panafricaniste est vu comme un marché, où chacun doit s'attribuer une part de ce marché-là avec son discours et en se comportant comme une sorte de gourou pour la jeunesse africaine, eh bien c'est terminé, quoi. Donc il y a un profond travail à faire pour changer les mentalités, les comportements, pour que nous puissions véritablement arriver à agir, hein, dans des cadres organisés, en réseau. Vous voyez? Donc, pour le moment, ça va continuer comme ça. Donc, nous, notre message, c'est de dire aux gens qui nous écoutent de continuer à nous faire confiance, à partager notre message, à nous questionner, à nous interroger, à nous pousser dans nos retranchements pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis venir renforcer le cas du Montra en allant chercher des Africains, hein, qui sont dans vos voisinages pour travailler sur notre organisation. Donc si c'est ça le message, oui, nous sommes prêts à travailler avec vous. Par contre, si vous nous appelez à aller rejoindre des gens que nous-mêmes nous sommes partis chercher à plusieurs reprises et qui n'ont jamais voulu nous dire un seul mot, ouais, vous allez voir, nous on a contacté ces gens-là, les Kémy Seba, les Nathalie Yamb et autres. Non, mais ces gens ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ce n'est pas leur projet. Donc, mais ça, si tu le dis, bon,
leurs partisans vont t'insulter, vont dire que c'est parce que tu les envies que tu es en train de dire des choses comme ça. Voyez, hein, les connards. Je ne veux pas trop parler parce que je sais que, bon, comme nous sommes un peu plus spécial, si je dis quelque chose maintenant, les gens vont dire que c'est parce que je suis en train d'envier ces gens-là, que je suis en train de les critiquer et que, voilà, je leur cherche des histoires alors que ces gens sont blancs comme neige, quoi. Donc, j'arrête là, je ne veux pas dire plus sur tout ça, parce que je nous connais, je sais comment nous fonctionnons, donc je m'arrête là, je ne veux pas dire plus que ça. Voilà. François Sogbavi dit, il y a aussi ceux qui font croire à la jeunesse africaine que l'affaiblissement de l'Occident. Ah ouais, donc ça je l'ai déjà lu. Jeffy Bambi dit, tu n'es pas un traître, il y a un conflit de stratégie entre les courants panafricanistes. Tout d'abord, je ne pense même pas qu'il y a des courants panafricanistes. Tout ça, c'est... Vous nous donnez trop d'importance, c'est-à-dire que vous donnez trop d'importance à tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont juste dans la théâtralisation excessive. Bon, mais maintenant, le message panafricaniste est devenu... C'est la clé, passe partout. Si vous aussi vous présentez comme panafricaniste, bon, des gens vont vous adorer, des gens vont commencer à courir derrière vous. C'est devenu une sorte de produit de marketing que tout le monde brandit pour avoir une partie de la clientèle. Or, il ne s'agit pas d'avoir une clientèle, il s'agit de toucher du doigt le problème africain dans sa quintessence, c'est de définir le problème dans sa réalité et formuler des solutions qui sont adaptées. Donc, il ne peut pas y avoir normalement de courant. Si vous voyez qu'il y a des courants au sein du soi-disant mouvement panafricaniste, c'est que tout ça, en réalité, traduit de la fausseté, quoi. Parce qu'en réalité, le problème africain, quand on l'analyse, il n'y a qu'une solution. Il n'y a qu'une solution possible. Hein? Il n'y a qu'une solution possible. C'est ce que l'histoire a enseigné à tous les peuples qui sont dominés, écrasés par un système colonial. C'est d'organiser la révolution populaire. Donc, s'il y a d'autres courants, s'il y a des gens qui viennent nous dire qu'eux, ils sont du courant électoraliste, qu'il faut faire des élections, qu'il faut accompagner les dirigeants africains sur la scène internationale pour qu'ils changent de partenaire stratégique, il faut aller en Russie, il faut faire ci ou ça, non, tout ça, ça montre que nous ne sommes pas sérieux. Donc, l'histoire a tracé la voie à notre peuple. Soit le peuple africain est capable de suivre cette voie et il va résoudre ses problèmes, soit nous n'en sommes pas capables, et puis nous allons continuer à tourner en rond. Je dis encore une fois que le peuple noir a connu des leaders plus charismatiques que ce que nous sommes en train de voir là. Mais le peuple noir a échoué. Le peuple noir a connu de grands leaders, les Malcolm X et tout ça, les CLR James, hein, des Marcus Garvey, hein, des grands hommes ont animé le peuple noir, ont animé le courant panafricain. Mais ça a échoué, l'incroumant, parce que à partir du moment où vous allez fusionner des forces contradictoires, des courants soi-disant, des courants contradictoires, vous échouez. Donc, notre devoir, ce n'est pas de vouloir fusionner l'ensemble des courants. Notre devoir, c'est d'abord d'identifier véritablement quel est le message authentique, quel est le message le plus adapté à la situation, quel est le message qui est véritablement adapté à nos situations coloniales. Et c'est à partir de ce message-là que nous allons nous réunir. Mais si vous allez composer les forces contradictoires, les différents courants qui se neutralisent, vous allez faire quoi? C'est ça que Nkrumah a fait. Les Nkrumah, qui constituaient le groupe panafricaniste de Casablanca, qui étaient les plus avancés, quand ils ont fait la fusion avec le groupe de Monrovia, qui est constitué de France-Africains, qu'est-ce qui s'est passé? Le panafricanisme de Nkrumah a échoué. Et Nkrumah a été neutralisé. Et c'est le courant France-africain qui a gagné. Les courants Houphouët-Boigny et Senghor. Et des Gnassingbé Béya, des Maïo, c'est ce courant-là qui a gagné. Donc, chers amis, apprenons de l'histoire. Apprenons de l'histoire, ne confondons pas les choses. Les différents courants soi-disant panafricains qu'il y a,
cela montre que nous sommes en train de nous tromper. Il ne peut pas y avoir plusieurs courants panafricanistes. Le courant qui devrait nous amener à la solution, c'est le courant révolutionnaire. Parce que c'est ça que l'histoire a montré aux peuples dominés. Partout, les peuples dominés ont fait leur révolution et se sont sortis de leur souffrance. La Chine au XXIe siècle est la preuve palpable que ce n'est pas la révolution que les peuples dominés se sortent de leur situation de domination et de colonisation. Donc, chers amis, cessons de courir derrière tout ça et identifions le message authentique, le message le plus adapté et faisons bloc autour de ce message-là et avançons. Nous allons voir que nous finirons par trouver la solution au lieu de vouloir composer avec l'ensemble de ces soi-disant courants qui se comportent comme des boutiquiers en train de se disputer des parts de marché sur la scène panafricaniste qui est aujourd'hui quelque chose que tout le monde vend et tout le monde veut mettre sur son étal pour le vendre, quoi. Donc il faut refuser ça. Et donc je dis que si nous voulons résoudre le problème africain, nous devons nous attaquer à l'enclos colonial africain d'abord. Parce que l'enclos colonial, c'est ça le problème. Le problème est là. Je vais terminer bientôt parce qu'il est assez tard. Je lis le dernier message, enfin les deux derniers messages. Liberté pour l'Afrique dit: tu peux faire un mois sans trouver $2 au Togo. Voilà la triste réalité. Absolument. Non, c'est clair. Merci, Liberté pour l'Afrique. Au Togo, c'est très, très compliqué. Le régime a tout volé. Le régime togolais et ses animateurs sont des voleurs attitrés. Donc, ces gens ont tout pillé. Le pays, le Togo souffre énormément. Donc, il n'y a rien dans ce pays. Les gens souffrent énormément. Les maladies les plus bénignes tuent les gens. Il n'y a pas de route. Quand il pleut, les gens meurent par noyade, hein, parce que les rues, les quartiers sont inondés. Non, c'est affreux ce qui nous arrive. Et je ne sais pas comment les Africains, nous arrivons à dormir tranquillement dans ce type de situation, quoi. Au lieu d'être révoltés, au lieu d'être en colère, au lieu d'être animés par une colère froide qui nous pousse à raisonner et à forger les outils de non-libération, eh bien nous sommes là en train de fabriquer des proverbes, hein, pour justifier notre état d'endormissement, de souffrance, quoi, où nous avons des proverbes qui nous permettent de dire oui, la situation est comme ça, mais c'est mieux que la mort. Donc, ce type de pensée ne peut pas amener un peuple à la révolte, ni à la résurrection, ni au salut, tout simplement. Donc, notre peuple ne peut pas renaître avec des proverbes qui lui permettent de justifier son état de faiblesse et son état d'inaction, quoi. Tout simplement. Regardez combien de proverbes nous n'avons pas inventés en Afrique pour justifier notre souffrance et nous contenter du peu que nous avons. Hein, en attendant le paradis soi-disant. Non, un peuple qui a ce type d'instrument pour expliquer et justifier son état ne peut pas faire de progrès. Voyez? Donc le problème, encore une fois, réside dans notre sang. Et nous sommes devenus, encore une fois, le problème de notre continent, quoi. Donc la situation au Togo est extrêmement catastrophique. Les gens, il y a beaucoup de gens en prison, détenus pour avoir critiqué ce régime. Il n'y a pas un seul mois qui passe sans que le régime togolais n'aille chercher de l'argent sur les marchés de prêts, où le Togo fait des prêts régulièrement pour pouvoir financer le salaire des fonctionnaires, etc. Tout coûte cher dans ce pays. L'argent du Covid a été détourné massivement. Ces gens ont dit qu'ils ont acheté du haricot à hauteur de 19 millions, 20 millions, des choses comme ça. Donc, ils ont volé tout cet argent. Les Togolais sont là.
la répression est immense dans ce pays, la souffrance est énorme, et les Togolais sont là, croisant les bras, en train d'indexer les autres comme les responsables de cette situation, alors que nous sommes nous-mêmes les responsables de cette situation. Donc, encore une fois, la solution réside en notre sein. Et encore une fois, si vous trouvez que ce sont les autres qui sont vos problèmes, c'est que c'est vous qui êtes la solution. Et si vous-même vous êtes la solution, puis que vous n'agissez pas pour mettre en œuvre la solution que vous êtes, eh bien, c'est que vous devenez le problème de vous-même, quoi. Donc, nous sommes devenus quelque part le problème de nous-mêmes aujourd'hui. Et chacun doit s'interroger dans ces conditions-là pour savoir si nous faisons véritablement ce qu'il faut pour nous sortir de ces situations de souffrance et de domination. Voyez? Donc, chacun de nous doit poser un miroir devant lui-même pour se regarder dans la glace et se demander s'il fait exactement ce qu'il faut. Chacun doit se photographier et regarder cette photo par rapport à la situation et se dire, est-ce que, par rapport à la situation, est-ce que ma photo montre que je suis en train de faire ce qu'il faut pour sauver mon peuple et sortir mon peuple de cette situation. Donc, c'est ça, la conscience. C'est ça la conscience. Et tant que les Africains ne sont pas en mesure de procéder ainsi et de retrouver le courage, franchir les murs de la peur, de la méfiance, de la dispersion, du désordre, tout ce désordre qui est entre nous, la peur, la méfiance où les Africains se fuient. Nous ne faisons pas confiance. Nous avons peur de tout et de rien. Nous sommes amusés. Ceux qui doivent être amusés par Tetouva et les Makosso et les fesses de Doxy Yao, les Grands P et autres, bon, font aussi leurs choses. Et puis de l'autre côté, il y a d'autres qui ont peur, qui ne veulent rien faire. D'autres sont amenés par le courant, justement, religieux. Donc, nous sommes tiraillés de partout et tous les vents nous emportent. Donc, tant que nous n'allons pas redevenir sérieux et prendre conscience de tout ça, travailler d'arrache-pied, matin, midi, soir, nuit et jour, pour affronter nos problèmes, il n'y a rien qui va changer. Voilà, c'est tout simple. Hein? Les choses sont extrêmement simples dans l'histoire. Voilà. Si vous agissez, vous vous en sortez. Si vous n'agissez pas, vous ne vous en sortez pas. C'est aussi simple que ça. Le dernier commentaire, c'est comme là Bosco Kosikuma. Bonsoir frère. Je vous remercie pour votre présence et aussi pour votre intervention. Merci pour le partage aussi. Vous dites, sincèrement, j'aime bien sûr vos directs, mais je ne sais pas s'il y a un problème de son. Il faut parfois rapprocher l'appareil à l'oreille pour vous entendre. Ah, d'accord. Désolé pour ça. Je vais résoudre ce problème très prochainement, mais je pense que je parle suffisamment fort normalement. Mais je suis navré si vous ne m'entendez pas bien. Je veux dire que nous sommes à un carrefour où nous devons agir ou périr. Agir ou périr, en ce sens que si nous agissons, nous allons résoudre les problèmes qui en Afrique, à commencer par la démolition de l'État colonial, l'enclos colonial qui nous embrigade, qui maintient l'ensemble des instruments et des outils de domination coloniale sur la terre africaine. Si nous agissons, nous allons résoudre nos problèmes et nous allons entamer la reconstruction du continent africain. Mais si nous ne le faisons pas, si nous n'agissons pas, nous allons périr. C'est qu'un problème qui n'est pas résolu s'aggrave et dégénère. Et à force, pour les Africains, de ne pas résoudre le problème, de ne pas affronter le mal, de ne pas agir, fait que nous sommes en train de préparer les lendemains désastreux pour nous-mêmes. La jeunesse africaine doit savoir que elle est la partie la plus dynamique du continent, qu'elle est le sang de notre peuple et que c'est elle qui a l'énergie et la force pour préparer l'avenir. Et la jeunesse africaine doit savoir qu'elle a deux défis majeurs à résoudre.
le défi de sa vieillesse. Donc, préparer sa vieillesse. C'est que les actions d'aujourd'hui conditionnent ce que nous allons récolter demain. Quand nous serons âgés, quand nous deviendrons vieux, nous devons savoir que c'est ce que nous avons semé aujourd'hui que nous allons récolter. Donc, si nous voulons que notre vieillesse soit agréable et que nos problèmes soient résolus, nous devons tout faire aujourd'hui. Nous devons tout faire aujourd'hui pour préparer notre vieillesse. Nous devons savoir que ce sont nos actions d'aujourd'hui qui conditionnent notre état de demain. Et donc, si la jeunesse africaine refuse d'agir aujourd'hui, c'est qu'elle est en train de se préparer des souffrances terribles lorsqu'elle va passer dans la vieillesse ou lorsqu'elle va passer à la vieillesse. Et puis le deuxième défi, c'est le défi de nos enfants. Parce que cette jeunesse-là, non seulement qu'elle va vieillir, mais elle fait aussi des enfants. Et si vous faites des enfants, vous devez préparer l'avenir pour vos enfants. Donc la jeunesse africaine doit savoir qu'elle a une double responsabilité, une responsabilité vis-à-vis d'elle-même et une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Plus vite nous agissons, mieux c'est pour nous. Mieux c'est pour nous. Nous ne pouvons pas faire des enfants pour ce système tout en sachant que nous allons transmettre des chaînes et des fers à nos enfants. J'avais dit il y a plus de 15 ans, j'avais fait une vidéo, vous pouvez trouver cette vidéo sur YouTube, où je disais que si nous ne sommes pas capables de libérer l'Afrique, ne faisons pas des enfants. Parce que nous sommes en train de fabriquer des enfants, nous sommes en train de fabriquer des esclaves en pensant que nous faisons des enfants. Si nous ne sommes pas capables de libérer le continent africain et de le reconstruire, ne lui faisons pas des enfants. Parce que là, nous sommes en train de fabriquer des esclaves. Nous sommes en train de faire à notre suite des esclaves. Nous sommes en train de fabriquer à notre suite des esclaves. Donc, travaillons, mobilisons-nous, cherchons les jeunes, cherchons l'énergie, cherchons la jeunesse partout, cherchons les jeunes, partageons le message, sonnons le tocsin à cette jeunesse-là, mobilisons-la, harcelons-la et poussons-la à l'action. Poussons la jeunesse africaine à l'action, obligeons-la à agir, parce que si nous ne le faisons pas, des lendemains difficiles nous attendent. Comme nous avons l'habitude de le dire au mantra, les portes de l'enfer sont devant nous. Les souffrances terribles sont devant nous. Regardez comment la démographie africaine va être un enjeu fondamental, un défi fondamental pour nous. Comment allons-nous traiter tous les problèmes qui vont surgir avec la progression de la démographie africaine? Tous les problèmes de tous les ordres nous assaillent et vont nous assaillir. Donc, chers jeunes Africains, l'avenir du continent est entre nos mains. Le mantra a été créé pour nous organiser, pour nous mobiliser, pour nous former. Aidez-nous à vous former, aidez-nous à vous organiser, aidez-nous à passer à l'action. Merci encore une fois pour tout ce que vous faites. Merci de partager la vidéo. Merci de continuer les commentaires. Je serai là pour vous répondre. Merci encore une fois. Bonne nuit et bonne journée. Et que nos ancêtres veillent sur vous et sur vos maisons. Que nos ancêtres continuent de nous inspirer. Que nos ancêtres dorment avec nous, se réveillent avec nous. Que nous-mêmes nous dormions avec nos ancêtres. Et que nous-mêmes nous nous réveillons avec nos ancêtres. Et que nous pensions au futur, à notre futur, à nous-mêmes et au futur de nos enfants, au devenir de nos enfants. Que la paix de nos ancêtres soit sur vous et que nos ancêtres continuent à nous inspirer et à vous inspirer. Nous sommes à votre disposition pour transformer ce message-là en action. Merci, à très bientôt.